Donc par la suite, on a trois cartes qui vont nous être présentées. La première, ça va être l'abondance des micro-organismes de façon générale sur le territoire français. Et la première question que je me posais, c'était comment on la mesure, cette abondance, comment on fait les prélèvements, comment on les analyse en labo, etc. Alors avant de parler de l'abondance, je vais parler de la carte et comment on a généré cette carte, parce que c'est une initiative quand même assez intéressante et qui est assez spécifique à la France. C'est-à-dire qu'en France, dans les années 2000, différents instituts, dont l'INRA, ministère de l'écologie, de l'agriculture, l'IFEN, etc., ont décidé de faire un réseau d'observation de la qualité des sols en France, avec un maillage tous les 16 km et donc à peu près 2200 sols répartis selon une grille systématique à l'échelle de la France. Et donc ces 2200 sols sont représentatifs des types de sols différents, des types d'usages différents, des types de climat et même de la géomorphologie. Et au début, c'est vrai que la qualité des sols était plutôt physico-chimique, mais nous, on est arrivé avec des outils un peu modernes, moléculaires, pour mesurer l'abondance et la diversité. Et donc la France, aujourd'hui, est un des premiers pays à avoir un inventaire national de la qualité microbiologique de ces sols. Alors, comment on a pu faire ça? Déjà, il fallait un réseau d'observation pour faire un inventaire national, assez bien structuré, assez représentatif, et puis il fallait des outils. Et donc, alors historiquement, en microbiologie, c'est vrai qu'on cite toujours Pasteur, surtout en France. Et donc Pasteur a développé des outils d'observation, enfin il a utilisé des outils d'observation. Sur les micro-organismes, on peut aussi les mettre en culture sur des milieux synthétiques. Mais si on fait des outils d'observation, globalement, on ne va pas dénombrer tous les micro-organismes, et dans le sol, c'est presque infaisable. Et sur de la mise en culture, on va voir 1% des bactéries et des champignons qui sont capables de pousser sur des milieux de culture. Et encore 1%, c'est un bon chiffre. Souvent, c'est moins que ça. Donc pas du tout représentatif de ce qu'il y a. Donc depuis 20-30 ans, en fait, on a suivi l'évolution aussi du monde médical, qui a développé des outils moléculaires, notamment pour la santé humaine, thérapie génique, PCR pour détecter le Covid, etc. Et on a suivi la même évolution, c'est-à-dire qu'on s'est dit on ne va plus isoler les individus microbiens qui sont hyper nombreux, plusieurs milliards par gramme de sol de bactéries, plusieurs millions d'espèces, donc il fallait des outils très puissants, très sensibles, très exhaustifs. On ne va plus isoler les individus, mais on va isoler des marqueurs génétiques de ces individus. Et donc, on va faire de l'écologie moléculaire. Et donc, on a développé des outils d'extraction d'ADN du sol et de quantification de cet ADN du sol. Et donc, aujourd'hui, en extrayant et en quantifiant l'ADN du sol, on est capable de donner une quantité de micro-organismes dans le sol, ce qu'on appelle la biomasse moléculaire microbienne. Et c'est ce qu'on a appliqué à l'échelle de la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France, c'est le seul pays, le premier et le seul, à avoir une cartographie de la quantité de micro-organismes, de cette biomasse moléculaire à l'échelle nationale. Donc c'est des outils moléculaires qui sont, et aujourd'hui on sait qu'on est capable d'extraire à peu près 80-90% de l'ADN du sol, donc on est microbien, donc on est relativement exhaustif, donc confiant aussi dans ces valeurs. Et du coup, comment est-ce qu'on porte à l'échelle de la France au niveau du sol? Quelles sont les zones très représentatives? Là, on parle des micro-organismes de façon générale, mais on peut aussi parler de la diversité bactérienne. Comment se comportent les foyers? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, sur la biomasse microbienne, on voit, quand on regarde cette carte de France, qu'il y a des zones bleues qui sont froides et des zones rouges, marron qui sont chaudes. Donc les bleues, c'est il y a moins de biomasse, et les chaudes, il y a plus de biomasse. Bon, déjà, quand on dit moins de biomasse, ça ne veut pas dire pas de biomasse. Il y en a toujours. Des fois peu, mais il y en a toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sol mort d'un point de vue microbiologique en France. Aucun des sols du RMQS ou de tous ceux qu'on a étudiés par ailleurs, et ça fait plusieurs dizaines de milliers de sols qu'on a étudiés, on a toujours eu de la vie microbienne dedans, plus ou moins abondante et plus ou moins diversifiée, on verra. Après, on voit qu'on a des grandes zones géographiques qui sont riches et d'autres qui sont faibles. Le premier paramètre qui explique cette distribution nationale de la biomasse moléculaire microbienne, c'est le type de sol. C'est-à-dire que dans les sols plutôt limono-argileux avec des pH alcalins, on a plus de biomasse microbienne, et dans des sols plutôt sableux-acides, on a moins de biomasse microbienne. Ça s'explique tout simplement parce que dans les sols sableux, j'ai moins d'habitat, et donc j'ai moins d'habitants. Et en plus, dans les sols sableux, j'ai moins de rétention de la matière organique, donc le frigo est un peu plus vide. Donc les micro-organismes, quand ils ne peuvent pas manger, ils sont comme nous, ils se multiplient moins et ils baissent en quantité. Voilà. Et puis dans les systèmes acides, la vie aime généralement pas trop l'acidité, donc j'ai un peu plus de micro-organismes dans les systèmes alcalins ou neutres que dans les systèmes acides. Donc c'est ça qui explique la carte de France. C'est le premier paramètre, le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est le mode d'usage. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fonction de l'usage qu'on fait du sol, donc au-dessus du sol, on peut aussi altérer ou au contraire stimuler cette biomasse microbienne. Et est-ce qu'on voit une différence de population et de diversité
entre bactéries et champignons, est-ce qu'on va avoir des secteurs beaucoup plus humides de façon générale au niveau du sol pour accueillir des champignons, ce qui peut expliquer leur diversité supérieure? Ou est-ce qu'en général, s'il y a présence de bactéries, on a une présence de champignons relativement identique? Alors non, tout ça c'est indépendant. C'est-à-dire que quand on regarde les 3 cartographies, biomasse, diversité bactérienne, diversité de champignons, on n'a pas du tout les mêmes cartes. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes zones qui sont riches, qui sont faibles, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. C'est-à-dire que le paramètre quantité de micro-organismes, diversité de bactéries, diversité de champignons sont 3 paramètres totalement indépendants qui n'ont pas du tout les mêmes filtres environnementaux qui vont les réguler. Ce qui fait qu'on a 3 cartes différentes. Donc dans certains sols, on peut avoir naturellement beaucoup de micro-organismes, peu de diversité de bactéries, beaucoup de diversité de champignons. Et puis d'autres, on a peu de micro-organismes, beaucoup de diversité de bactéries et beaucoup de diversité de champignons. En fait, tous les scénarios sont possibles. Et parce que ce sont les bactéries et les champignons ne répondent pas aux mêmes paramètres environnementaux, et la biomasse aussi, la quantité, ne répond pas aux mêmes paramètres que la diversité. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer ces 3 paramètres pour avoir une bonne vision de la qualité microbiologique, parce que c'est pas en mesurant la biomasse qu'on va dire bah, j'ai beaucoup de micro-organismes, donc j'ai beaucoup de bactéries en espèces et beaucoup d'espèces de champignons. Non. Et puis c'est pas parce que j'ai beaucoup d'espèces de bactéries que de facto je vais avoir beaucoup d'espèces de champignons. Tout ça est indépendant et est vraiment fonction du type de sol et de l'usage qu'on en fait. D'accord. Et donc, quand on prend les facteurs les plus importants, par exemple, pour les micro-organismes, qu'est-ce qui est différent entre la présence de micro-organismes et de champignons? Quel facteur va faire qu'on aura des champignons, mais pas de micro-organismes, et inversement? Alors ça peut être la typicité de la matière organique, ça peut être l'effet du pH. Les champignons sont un peu plus sensibles au pH acide que les bactéries. On le voit d'ailleurs dans les paramètres environnementaux à l'échelle de la France, parce que quand on dit type de sol, bien sûr on regarde la physico-chimie. Les champignons sont un peu plus sensibles au pH, à la typologie de la matière organique et au climat. Les champignons, le paramètre climatique rentre en jeu aussi, en plus du type de sol. Alors pour les bactéries, le climat influence très peu. Donc c'est plus un pédoclimat sur les champignons et plus le type de sol pour la diversité des bactéries. Et après, ils vont aussi avoir des réactivités différentes aux usages et aux pratiques agricoles notamment. Les champignons vont être très agressés par un travail du sol, beaucoup plus que les bactéries. Pourquoi? Parce que les macro-agrégats dans lesquels ils sont plus instables et ils vont être tout de suite détruits par un labour, alors que les micro-agrégats qui sont plus petits sont plus stables et eux, ils vont garder une certaine intégrité. Donc les bactéries vont rester dans leur habitat et les champignons vont se trouver dans des habitats détruits. Donc il y a plus de sensibilité de certains organismes aussi en fonction des pratiques. Quand on prend par exemple l'exemple du travail de sol pour les champignons, combien de temps, une fois qu'une communauté ou qu'un agrégat a été détruit ou déplacé, retourné, etc., quelle échelle de temps on a pour qu'il se réinstalle convenablement et qu'il refasse son réseau de mycélium? Alors c'est pas si long que ça. C'est-à-dire que quand on fait des diagnostics de la qualité microbiologique des sols agricoles avec des agriculteurs, on fait beaucoup de participatifs, on a toujours cette question. Ok, mes pratiques sont un peu agressives, je vois que mon bilan microbiologique, que ce soit en abondance ou en diversité, il n'est pas très bon parce que je suis un peu trop agressif en travail du sol, j'ai pas beaucoup de couverture végétale, et puis je mets plutôt des engrais chimiques plutôt que des engrais organiques. Les engrais organiques vont nourrir les micro-organismes. Mais si je change mes pratiques, est-ce que ça mettra une génération humaine, 2 générations humaines ou quelques mois? Et en fait, ce qu'on leur répond généralement par rapport à des situations qu'on suit en dynamique, c'est que à partir du moment où on change les bonnes pratiques et qu'on les change vraiment pour qu'elles soient plus vertueuses, tout en gardant bien sûr une production, le but c'est quand même d'avoir une production agricole, donc il faut concilier ces 2 points, et ben, ça peut très rapidement se réhabiliter. C'est-à-dire que les micro-organismes, c'est ce qu'on disait, ce sont des organismes petits, hyper adaptables, qui peuvent se multiplier ou coloniser les champignons. S'ils sont dans des bonnes conditions, ils recolonisent. Ce sont d'ailleurs des terraformeurs, les micro-organismes, comme dans les films de science-fiction. Ce sont eux qui vont recoloniser, ils vont refaire leurs habitats, et ça peut être d'une année à l'autre. Alors je ne dis pas qu'en un an, on va tout réhabiliter, mais le processus de réhabilitation va être enclenché assez rapidement, et dès la première année, notamment, on verra une réhabilitation souvent de la biomasse microbienne, c'est-à-dire de la quantité de micro-organismes, souvent quand on remet un couvert végétal ou de la matière organique, c'est ça. Et après, de la diversité. La diversité, c'est un peu plus long, mais ça vient après. Et ça vient après parce qu'il faut reconstruire des agrégats. Mais ça ne mettra pas 25 ans. Après, il faut bien changer ses pratiques. C'est-à-dire que si on les change un petit peu à la marge, je dis ça ne marche pas. Non, il faut vraiment changer la pratique. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler le sol, c'est-à-dire qu'il faut réduire le travail du sol, réduire l'utilisation de certains biocides, plutôt miser sur des matières organiques que des intrants minéraux pour les engrais, etc., etc.
Oui, donc quand tu nous dis que les micro-organismes vont assez rapidement se remettre en développement et en colonisation de l'espace disponible dans le sol, ça ne veut pas dire que, on observera des différences sur le végétal ou sur la résilience du système aux différents aléas climatiques et perturbations. Alors, il faut séparer production et résilience ou stabilité du système. En fait, la biodiversité d'un sol, et notamment la biodiversité microbienne, on la présente notamment aux agriculteurs, non pas comme une source de productivité, même si c'est vrai dans les écosystèmes. Hein, les écosystèmes, plus ils sont biodiversifiés, plus ils sont fonctionnels et productifs. Ça a été démontré pour des forêts, des prairies, et c'est vrai aussi pour les micro-organismes, donc ils sont plus fonctionnels. Mais en fait, il y a tellement encore de bras de levier agronomiques, hein, notamment la protection des cultures, la fertilisation, etc. C'est ça qui joue sur le rendement. Mais par contre, l'amélioration de la qualité biologique ou microbiologique du sol va amener une amélioration de la stabilité du sol, dans son fonctionnement, mais aussi dans sa structure physique, etc., par rapport à des perturbations. Et les perturbations, ça peut être des aléas climatiques. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'assurance écologique en écologie et maintenant en agroécologie, c'est que améliorer la qualité microbiologique de son sol par l'augmentation du nombre de micro-organismes et de leur diversité, c'est investir dans une assurance écologique de stabilité de mon système. Et on sait qu'un système qui a une bonne qualité biologique et un bon rendement, une bonne qualité biologique au niveau du sol et un bon rendement, c'est un système qui est durable. Un système qui a une mauvaise qualité biologique ou microbiologique dans le sol et un bon rendement, c'est un système qui n'est pas durable et qui à un moment ou un autre va chuter et il y aura des pertes de rendement et il faudra encore actionner des leviers agronomiques, etc. Donc il faut concilier les deux. Bon rendement et bonne qualité, notamment biologique du sol. Et là, je ne dis pas que voilà, ça va marcher, ça va résister à toutes les perturbations, mais écologiquement, agroécologiquement, on a un système qui n'est pas plus résilient, mais plus résistant. C'est-à-dire que la résilience, elle vient après la résistance. Tout le monde parle de la résilience, mais en écologie, le premier paramètre d'un système, c'est la résistance, sa capacité à encaisser les chocs. Et après, s'il est perturbé, c'est sa capacité à se réhabiliter. Donc il vaut mieux d'abord qu'il soit résistant, stable, et après, bien sûr, on va augmenter sa résistance et on va aussi augmenter sa capacité de résilience. Les deux ont tendance à aller de pair un petit peu dans ce Alors les deux vont de pair, mais la résistance, c'est une capacité statique, c'est-à-dire que je résiste, et la résilience, c'est une capacité dynamique. C'est-à-dire, si je suis perturbé, si je suis modifié, si je suis malade, c'est la vitesse à laquelle je vais redevenir en bonne santé. C'est pareil au niveau du sol. Donc il faut les deux, mais les deux font la stabilité. Donc dans tout ce réseau d'échantillonnage des sols et de quatriage de la France, il y a une carte qui a été publiée également sur les différents habitats, les habitats qu'on pourrait qualifier d'habitats représentatifs des différents secteurs de la France. Déjà, comment est-ce qu'on a catégorisé ces habitats et qu'est-ce qu'on peut en déduire sur comment fonctionnent les habitats sols en France et les interactions qu'il peut y avoir entre les populations de micro-organismes et de champignons. Alors ça, c'était un peu aussi assez innovant à l'échelle de la France de définir des habitats sols pour les micro-organismes. Alors c'est quoi un habitat? En fait, c'est un amalgame de plein de paramètres environnementaux, donc le type de sol, le mode d'usage, la géomorphologie aussi en fonction de l'altitude, etc. et le climat. On a défini pour les bactéries 16 habitats. Et un habitat, c'est quoi? En fait, c'est un amalgame de paramètres environnementaux dans lequel j'ai la même composition bactérienne. C'est-à-dire j'ai les mêmes espèces de bactéries avec des abondances relatives similaires. Et donc j'ai 16 habitats parce que j'ai 16 signatures de composition bactérienne qui sont assez différentes et qui se regroupent dans des habitats similaires, puisque c'est ça qui va structurer cette signature. Dedans, il y a le mode d'usage, hein, donc le fait qu'on est agricole, forêt. Donc on a défini 16 habitats à l'échelle de la France. On est en train de faire pour les champignons aussi, on est en train d'en définir 12, donc c'est un peu plus récent, c'est en cours en termes de recherche. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pour les politiques publiques. Pourquoi? Parce que quand on fait de la conservation, notamment des espaces naturels, les zones Natura 2000, les parcs naturels, en fait, on définit des habitats. Souvent, pour les oiseaux, les animaux, les végétaux, c'est des zones qu'il faut conserver, qu'il faut protéger. Et donc, derrière la définition de ces habitats, ce qu'on veut peut-être mettre en évidence, mais il y a encore tout un processus à mettre en place, et une analyse plus fine, c'est définir des habitats qui soient plus vulnérables, et qui ait une diversité très emblématique. Enfin, toutes les diversités sont emblématiques, hein. Mais voilà, si je perds cet habitat, je perds les espèces qui composent la communauté dans cet habitat. Et donc ces données
16 types d'habitats différents qu'il faut à tout prix préserver. Voilà. Et donc, avec une politique publique de préservation de ces habitats pour une conservation de la biodiversité du sol. Et c'est ça qui est hyper important. Et on est aussi capable de dire si des habitats sont plus vulnérables parce qu'ils sont plus ou moins diversifiés, ou il y a des réseaux d'interaction qui sont plus ou moins complexes. Et s'ils sont plus vulnérables, eh ben, il faut peut-être limiter les usages, notamment agricoles ou urbains, ou des activités humaines sur ces habitats pour maintenir cette diversité assez emblématique. Donc c'est ça qui est intéressant pour la définition des habitats. Et dans les habitats, là, tu parlais par exemple limiter les interactions ou plutôt les impacts humains sur ces différents habitats. Je me demandais quelle part d'urbanisation et de bétonnage de nos sols agricoles on a aujourd'hui. À quelle vitesse ça avance? C'est hyper important, hein. Les chiffres sont qu'on perd un département tous les 7 ans en France. C'est-à-dire on artificialise, on imperméabilise des bonnes terres agricoles à hauteur d'un département tous les 7 ans. Donc on peut se dire on a une centaine de départements, on a 700 ans devant nous, mais ce n'est pas le mode de calcul qu'il faut avoir. Donc on a encore une artificialisation, alors malgré la loi Allure, la loi zéro artificialisation nette, on a encore une artificialisation alors, des grandes villes, parce que l'expansion des grandes villes, mais aussi des systèmes ruraux, hein, dans les villages. Dans les domaines agricoles, on fait des bâtiments, on fait aussi des résidences secondaires dans certains villages ou des résidences tout court. Tout ça, c'est de l'imperméabilisation, de l'artificialisation des sols. Le problème, c'est que les grandes villes, elles sont souvent autour de bons bassins de production agricole. Hein. La ville de Paris, elle a des très bons sols autour. Et quand ces grandes villes s'étalent, eh ben, on imperméabilise des sols de bonne qualité agricole, d'un point de vue physico-chimique, mais aussi d'un point de vue biologique et microbiologique. Donc c'est un vrai problème, cette artificialisation. Parce qu'en plus, l'artificialisation, c'est hyper agressif. Hein. On bétonne, on enlève généralement la couche arabe, donc il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de fonctionnement. Bon, le but, c'est de faire de la route, hein, une maison, un immeuble, un parking. Donc il y a une vraie réflexion à faire là-dessus pour garder une certaine intégrité, puis limiter cette expansion. Mais bon, les populations humaines deviennent urbaines. Hein. On est passé de 30 à 50 et on va augmenter même, je crois, vers les 70% de population humaine urbaine. Donc les villes vont avoir tendance à s'étaler. Donc après, ce qu'il faut, c'est analyser la qualité des sols autour de ces villes et peut-être imperméabiliser les sols qui sont de moins bonne qualité, entre guillemets, hein. Tout sol est bon, mais moins bonne qualité pour l'agriculture. Et donc aller plutôt sur des zones résidentielles ou des zones d'imperméabilisation sur des sols de moins bonne qualité. En fait, il faut articuler la ville autour des sols et pas l'inverse. Il ne faut pas articuler les sols autour de la ville. C'est la ville qui doit s'adapter, adapter son expansion à la qualité des sols et surtout pas aller bétonner des sols de très bonne qualité agricole. Parce qu'à un moment, c'est ça l'inquiétude, c'est de continuer l'expansion et plutôt que de s'adapter au monde agricole, comme ça va être l'inverse, on va perdre des surfaces productrices et du coup on n'aura plus que des surfaces peu productrices et donc qui vont demander des intrants et toutes sortes de choses. Après, c'est le prix du foncier qui gère ça aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand un entrepreneur arrive et il dit bah voilà, je te donne tant de ton hectare par rapport à faire des maisons, c'est toujours plus cher qu'une terre agricole. Ouais. Il n'y a que les vignes qui peuvent lutter contre ça, et encore dans certains territoires. Donc quand on parlait de la carte de France avec les différentes répartitions de types de sols et d'habitats pour les micro-organismes, est-ce qu'on observe un type de micro-organisme, qu'il soit champignon ou bactérien, qui est très représentatif et qu'on pourrait même qualifier de piliers très, très endogènes et autochtones à nos sols en France ou en climat tempéré? Alors, en France, bon, les micro-organismes n'ont pas de frontières administratives, hein, donc ce qui est en France, on le retrouve aussi en Belgique, en Suisse. Et après, c'est les changements de grandes typologies de sol ou de climat qui font qu'on va avoir d'autres grands types de taxons, plutôt sur des climats du Nord ou des climats arides ou méditerranéens. Mais oui, il y a des grands, ce qu'on appelle des grands taxons, même des grands phyla. D'ailleurs, dans l'atlas des bactéries, on fait des fiches par grands taxons. On peut citer les protéobactéries, pour les bactéries, les firmicutes, les actinomycètes, qui sont des bactéries qui ressemblent à des champignons, non pas par les carpoformes parce qu'elles sont filamenteuses, mais ça reste des bactéries. Et elles sont aussi fortement impliquées dans les sous-bois pour dégrader la matière organique. On a les acidobactéria, qui sont associés à des sols acides, mais aussi à des sols perturbés, et notamment dans certains systèmes agricoles ou des fois industriels, on voit qu'elles deviennent assez dominantes parce que le système est perturbé, est pollué, est agressé. Et donc son rôle, ça va être quoi leur rôle, déjà, elles sont indicatrices d'un système perturbé, et puis leur rôle, c'est qu'elles vont être colonisatrices, elles vont pouvoir se développer plus que les autres dans ces systèmes un peu perturbés, un peu agressés, voire même des fois pollués. Elles sont capables de s'adapter au pH acide, donc elles ont des capacités d'adaptation qui sont un peu supérieures aux autres.
Voilà. Donc voilà, on a des grands taxons, on sait que certains sont ce qu'on dit fortement impliqués dans la dégradation de la matière organique, d'autres ont des taxons qui sont plus en relation avec le végétal, voire même des pathogènes. Quand on parle des firmicutes, derrière on a les bacilles. Derrière les bacilles, si je donne un exemple un peu caricatural, on a Bacillus anthracis, c'est l'anthrax. Donc voilà, et puis on a des bacilles qui sont vertueux, puis des bacilles qui sont pathogènes, y compris pour les animaux et l'homme. Bon voilà, donc c'est assez compliqué le monde bactérien. Et chez les champignons, bah, c'est pareil, on a des grands taxons, donc on a les basidiomycètes qui sont plutôt en forêt, qui sont adaptés voilà, à une écologie forestière, à une matière organique un peu récalcitrante, et puis les ascomycètes qui sont plutôt en grande culture, prairie, sur des matières organiques un peu plus faciles à dégrader. Et puis bien sûr, on a tout ce qui est mycorhize, mais c'est quelques pourcents ça. Hein. Les mycorhizes, on regarde souvent les champignons du sol par le prisme de la mycorhize, mais en fait c'est quelques pourcents de la communauté totale de champignons, donc ils sont importants, mais ce n'est pas la majorité, il y a plein d'autres champignons bénéfiques à côté. Et voilà, et ces mycorhizes, on les retrouve en forêt pour certaines typologies de mycorhizes, et puis d'autres en prairie grande culture. Ouais. Et la dernière question que j'aurais sur ces cartographies, ce serait la capacité qu'on a à revenir en arrière et à comparer l'impact des pratiques agricoles qu'on avait à l'après-guerre, par exemple, très axé sur les produits chimiques, les nouveaux produits chimiques qu'on avait qui étaient censés révolutionner le monde agricole, et les pratiques qu'on a aujourd'hui qui, certes, ont toujours des produits chimiques, mais qui ont énormément de molécules qui ont disparu, énormément de pratiques agricoles qui ont changé, où on est revenu pour certaines comme avant toute cette ère de la chimie. Est-ce qu'on a des traces de... Bah, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que cet inventaire qu'on a fait à l'échelle nationale, cette cartographie nationale, c'est un peu le T0, quoi. C'est-à-dire, on a les outils, on avait le réseau d'observation nationale, donc c'est un échantillonnage qui a eu lieu entre 2000 et 2010. Donc on a une carte de France qui est déjà pas mal parce qu'on est le seul pays à l'avoir, mais c'est notre T0. Donc on ne peut pas savoir si ce T0-là, il est en bon état ou en mauvais état. En tout cas, c'est notre T0. Ce qu'il y a, c'est que ces campagnes d'échantillonnage de sol, elles vont se continuer. Et là, il y a une deuxième campagne du réseau de mesure de la qualité des sols qui se finira en 2025-2026. Et on va être aussi le seul pays à pouvoir comparer, après 15 ans, la carte de France de qualité microbiologique des sols, en termes d'abondance et de diversité. Et là, on va commencer à se dire, tiens, il y a des changements d'usage des sols. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'échelle nationale? Et puis aussi un changement climatique. Parce que 15 ans, c'est un peu l'échelle des changements climatiques. Même les experts du GIEC ont dit que c'était même un peu plus rapide que ça dernièrement. Donc on va voir si les évolutions de climat et les changements d'usage des terres aussi changent la carte de France. Voilà. Donc en 2025, on pourra faire, est-ce que la France gagne en biodiversité des sols, ou est-ce que la France stagne, ou est-ce que la France perd? Et si elle perd, pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'évolution du climat et ou à des pratiques encore plus agressives, ou au contraire, si elle gagne, est-ce que c'est dû parce qu'on est en train de changer les pratiques agricoles et que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on prône l'agroécologie et certaines réductions de certaines pratiques altérantes. Donc, on n'a pas d'historique, donc on ne peut pas faire comme le Millennium Ecosystem Assessment où on dit, bah voilà, depuis 60 ans, les oiseaux ont perdu tant de pourcents, les mammifères marins, les insectes, ça, on n'est pas capable de le faire. Nous, en tout cas, sur les microbes. En vers de terre, ils ont un peu plus d'historique. Il y a des choses qui datent des années 70, donc qui pourraient peut-être le faire. Mais nous, sur les micro-organismes, on n'est pas capable de le faire à l'échelle nationale. Par contre, voilà, le compte à rebours est lancé. Maintenant, on va pouvoir suivre en dynamique, en espérant que la France gagne, parce qu'on est quand même dans un jeu de changement de pratiques pour aller vers des pratiques plus durables.